Bonjour et bienvenue pour cette foire aux questions Stop Science, foire aux questions qui sera aujourd'hui consacrée à la lecture critique d'un article sorti tout récemment, un article dans lequel l'auteur prétend avoir découvert les premières preuves de l'existence de formes de vie extraterrestres. Et alors ces preuves elles nous intéressent beaucoup puisqu'il s'agirait de fossiles, des fossiles de bactéries en l'occurrence. Alors cet article est paru dans la revue Astrobiology qui est une revue officielle de la NASA, une revue à comité de lecture, donc c'est quelque chose qui a l'air à première vue assez sérieux. Bon, la revue Astrobiology est quand même connue pour publier des recherches, on va dire, aux résultats originaux, quoi, hein. Ça reste des recherches sérieuses, mais les résultats sont souvent un peu sexy, vous voyez, comme cet article-là par exemple, hein, typiquement. Mais c'est quand même une revue officielle de la NASA. Et alors bizarrement, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, puisque après ça a très très peu relayé la publication de cet article, ce qui est très étrange. Donc à première vue, soit ils sont passés à côté, bon, ce qui m'étonnerait, puisque quand même, il y a pas mal d'organismes journalistiques qui surveillent le site internet de la NASA. Mon hypothèse, pour l'instant, ce serait que tout simplement, ils seraient passés à côté, parce que, entre autres, demi-million d'annonces de découvertes de formes de vie extraterrestres sur Mars, à chaque fois qu'on rencontre un caillou bizarre, ou à chaque fois qu'on rencontre des preuves qu'il y a eu de l'eau sur Mars, on crie à la vie sur Mars, et du coup, ce serait un peu un effet Pierre et le loup, c'est-à-dire que, à trop crier au loup, et en l'occurrence à trop crier aux martiens, peut-être que pour une fois qu'on découvre des vrais signes d'une forme de vie extraterrestre sur Mars, les journalistes seraient passés à côté, parce que ça ressemble à toutes les autres fois où ils ont annoncé qu'ils avaient découvert quelque chose alors qu'il n'y avait rien en fait. Bon, ça l'avenir nous le dira, hein. Peut-être que dans les jours à venir, la presse relaiera la nouvelle, mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, ce n'est pas encore le cas. Alors cet article, comme je le disais, il est paru dans une revue officielle de la NASA, donc a priori on est face à quelque chose de sérieux. Quelque chose qui serait d'autant plus sérieux qu'il a été écrit par Nora Noffke, qui est une géologue de l'université de Old Dominion à Norfolk en Virginie, donc une chercheuse nord-américaine. Et Nora Noffke est une géologue spécialisée dans les structures construites par les bactéries, donc les structures géologiques fabriquées par les bactéries. Les plus connus étant les stromatolites, c'est-à-dire des structures qui peuvent avoir la forme ou d'un champignon ou bien d'un chou-fleur et qui sont construites par des tapis de bactéries. Donc ces bactéries, elles capturent le CO2 atmosphérique, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, et elles utilisent les ions calcium contenus dans l'eau autour d'elles pour fixer en fait le carbone qui est contenu dans le dioxyde de carbone. C'est-à-dire qu'elles prennent du CO2, elles prennent du calcium et elles ressortent du carbonate de calcium, c'est-à-dire du calcaire, et elles gardent le carbone pour en faire du sucre, c'est-à-dire de l'énergie grâce au processus de la photosynthèse, donc grâce à l'énergie du soleil. Donc ces bactéries qui construisent les stromatolites sont très très nombreuses sur Terre, on en rencontre énormément, un peu partout. Alors les plus connus se trouvent du côté de la baie des requins en Australie, donc là on a vraiment des structures en forme de champignons très caractéristiques de ces stromatolites, mais en réalité on en rencontre absolument partout dans le monde, y compris en France. Dès que vous avez une rivière qui est un peu riche en calcaire, donc dans les régions qu'on appelle karstiques, on trouve des stromatolites dans les rivières qui n'ont pas une aussi jolie forme que ceux de la baie des requins, mais qui n'en sont pas moins fabriqués par des tapis de bactéries qui vont se superposer les uns sur les autres. Donc c'est marrant quand on regarde un stromatolite, en fait, à l'extérieur ça a l'air d'un chou-fleur, mais quand on coupe à l'intérieur, on voit les fossiles de tapis de bactéries qui sont empilés les uns sur les autres. Donc ça fait une sorte de lamination, de stratification de ce stromatolite. Donc c'est vraiment des structures très caractéristiques du point de vue géologique. On en rencontre beaucoup d'actuels et on en rencontre beaucoup de fossiles. Les plus vieux fossiles qu'on trouve sur Terre sont des stromatolites. Ils sont vieux de 3,5 milliards d'années. Et donc là, dans cet article, on aurait éventuellement la preuve que des structures similaires existeraient sur Mars. En tout cas, si on s'en réfère au titre. Alors déjà, preuve du sérieux de cet article et preuve de sa prudence, c'est son titre. Parce que le titre est absolument pas racoleur, hein. Je vous le traduis. D'anciennes structures sédimentaires plus vieilles que 3,7 milliards d'années appartenant au Gillespie Lake Member de Mars et qui ressemblent par leur morphologie macroscopique, par leur association spatiale et par leur succession temporelle aux structures microbiennes construites sur Terre, donc les microbialites. Et ça envoie pas du rêve du tout, hein. En gros, c'est quand même un titre qui est super technique et tout l'article d'ailleurs est hyper technique, hein. C'est pas du tout un truc qui a été fait pour être vendu, hein. C'est vraiment quelque chose on sent que ça va nous apporter de l'argument technique bien lourd et bien robuste. Et on n'en attend pas moins d'un article qui défend l'idée de l'existence de vie extraterrestre.
Alors à partir de maintenant, je vais commencer l'analyse de cet article. Donc ça va être une analyse détaillée où je vais déjà vous traduire plusieurs passages qui sont très intéressants, où je vais vous retranscrire toutes les idées qui sont à travers cet article, parce que c'est un article qui est riche, très très riche, presque une monographie, qui est extrêmement bien construit, et c'est vraiment un exemple typique de ce qu'on peut faire de très très bon en sciences. C'est vraiment un exemple de méthode scientifique quasiment parfait, un article d'une très très grande qualité qui développe ses arguments, qui les soumet à l'épreuve et qui propose ensuite des hypothèses et la manière de tester ces hypothèses dans le futur. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très bien construit. L'un des meilleurs articles certainement, en tout cas en matière de méthode scientifique que j'ai jamais lu. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très très rare quand un article annonce une découverte d'une telle importance qu'il prenne autant le temps de mettre à l'épreuve ses hypothèses, de mettre à l'épreuve ses idées. Donc c'est vraiment un très très bel exemple de ce que la science peut produire de mieux, cet article. Et c'est pour ça que je vais y passer un peu de temps. Commençons par l'introduction. Dans l'introduction, l'auteur nous rappelle comment est étudiée la géologie sur Mars, puisque la géologie sur Mars a ça de spécial qu'elle n'est pas faite directement par les géologues, mais qu'elle est faite par qu'elle a d'abord été faite par les satellites à partir de 1986, et qu'ensuite on a commencé à envoyer des petits robots, des rovers, comme le rover Curiosity, et que c'est à partir des photos prises par ces rovers, des photos très haute résolution, qu'on arrive à faire de la géologie sur Mars. Donc c'est de la géologie avec très peu d'analyse de roches et simplement des analyses de photos. Les rovers sont quand même équipés pour faire de l'analyse de roches, ils ont des spectromètres de masse, en tout cas Curiosity a un spectromètre de masse, mais apparemment ils s'en sont pas servis pour cette étude-là. Cette géologie martienne, elle est connue et étudiée depuis 1986, et là, d'entrée de jeu, l'auteur nous avertit qu'en gros il va y avoir un problème. C'est qu'en gros les structures qu'il a identifiées, ce ne sont pas de jolis stromatolites. Il s'agit en fait de structures que Nora Novk appelle des MISS, M-I-S-S, pour Microbially Induced Sedimentary Structure, c'est-à-dire des structures sédimentaires induites par des microbes. Et la différence avec les stromatolites, c'est que justement, ces structures ne vont pas avoir une belle forme en chou-fleur ou bien en champignon, mais elles vont être non structurées. Elles ne vont pas avoir de structure particulière, elles vont pouvoir avoir différentes formes, des formes très très différentes, et surtout des formes qui vont être très très difficiles à identifier. Donc déjà, dès le début, dès l'introduction, dès le 3e paragraphe, Nora Novke nous met en garde. Elle nous dit, en gros, sur Terre, c'est déjà pas facile d'identifier un MISS. Un MISS actuel, c'est facile à trouver parce qu'il y a des bactéries à l'intérieur, mais par contre, un MISS fossile, sur Terre, ça va être très difficile à identifier parce que justement il n'y a plus ces bactéries et qu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de belles structures en chou-fleur ni en champignon, il n'y a pas de lamination interne, il n'y a même pas de carbonate de calcium à l'intérieur, donc il n'y a pas de calcaire, et tout ça, ça va rendre très difficile l'identification d'un MISS, en particulier dans des roches vieilles de 3 milliards d'années. Alors Nora Novke est spécialisée dans l'étude des MISS vieux de 3 milliards d'années et plus. Donc là pour le coup, elle sait ce qu'elle dit quand elle nous dit que c'est très très difficile à identifier. Et là, elle est face à un autre problème, c'est le problème d'identifier des structures similaires sur Mars. Vous imaginez, sur Terre, c'est déjà pas facile de prouver qu'on est face à un MISS alors que l'existence des bactéries y est admise. Imaginez sur Mars. Sur Mars, là, on touche vraiment à quelque chose qui va être très très spéculatif, qui va être très très dur à démontrer. Donc là, elle nous avertit dès le départ de l'article, voilà, je vais essayer de vous décrire ces MISS, je vais essayer de vous montrer comment ils sont organisés, mais c'est très très dur de démontrer que quelque chose est un MISS en réalité, que quelque chose est fabriqué par des microbes. Donc déjà, il y a une grande honnêteté de la part de cet auteur qui nous prévient de base qu'en gros ça va être très très difficile et que du coup il va y avoir besoin de beaucoup de descriptions. Et c'est vrai que cet article est très très long et qu'il y a énormément de descriptions et de comparaisons avec les MISS sur Terre. Alors ensuite, elle continue avec le contexte géologique dans lequel ces MISS ont été retrouvés, ces potentiels MISS ont été retrouvés. Comme suggéré dans le titre, ces MISS auraient été découverts dans des roches qui seraient au moins vieilles de 3,7 milliards d'années. Alors ça, cette datation, ça m'a beaucoup interrogé parce que déjà, elle ne précise pas comment ces datations ont été faites. Donc, du coup, j'ai dû aller faire un tour un peu dans la biblio pour voir d'où elle sortait cette datation. Alors faut savoir que sur Mars c'est très difficile de dater les roches, puisque généralement la datation se fait soit directement sur la roche, c'est ce qu'on appelle la datation absolue. C'est un peu le même concept qu'avec le carbone 14, mais avec des éléments très différents et sur des roches beaucoup plus anciennes, tout simplement. Et on peut pas non plus dater les roches de façon relative grâce aux fossiles, puisque jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de fossiles sur Mars. Donc en gros c'est très difficile de faire des datations sur Mars, et en fait j'ai dû explorer la biblio et aller voir
sur le site de l'USGS, l'agence géologique américaine, sur lequel il y a tout un article sur comment ils ont réussi à dater les roches martiennes. En fait, ils utilisent les cratères. Je vous mettrai le lien dans la description. En fait, ils utilisent la densité de cratères, exactement comme sur la Lune. C'est-à-dire que, partant du principe qu'il n'y a pas beaucoup d'érosion sur Mars, Mars a très peu d'atmosphère, Mars n'a pas d'eau à sa surface, en tout cas pas d'eau à l'état liquide, donc il y a très peu d'érosion. Il y a quelques tempêtes, il y a des grosses tempêtes sur Mars, mais elles sont pas suffisamment fréquentes apparemment pour qu'on puisse considérer qu'elles ont un effet très important sur l'érosion. Donc ils utilisent les cratères de météorites qui, depuis que les météorites sont tombés, supposément ne se sont jamais effacés de la surface. Donc à partir de la densité de cratères dans une zone donnée, on va pouvoir dire cette zone donnée est exposée depuis tant de millions, tant de milliards d'années. Donc c'est grâce à cette datation au cratère qu'ils ont pu dater les roches dans lesquelles ces miss étaient contenues. Et cette datation donne donc 3,7 milliards d'années. Alors bon, je suis pas un spécialiste de la datation par densité de cratère, mais je pense que ça doit être quand même une estimation qui doit être faite à la louche. Après ça, Nora Noffke nous parle du contexte paléo-environnemental dans lequel ces miss ont été retrouvées. Alors les miss sont retrouvées apparemment dans des sites d'anciens lacs, des lacs qui devaient être plus ou moins salés puisqu'elle nous parle d'évaporites, c'est-à-dire des sels. Les évaporites, ce sont des sels, des roches qui se sont formées suite à l'accumulation du sel après l'évaporation d'un lac. Donc c'est des lacs qui devaient être plus ou moins salés, qui devaient être plus ou moins ressembler à des lagunes, on va dire. On y trouve aussi des stratifications entrecroisées, plus typiques de rivages par exemple. Donc on a déjà la présence d'eau autour de ces miss qui ajoute déjà un argument supplémentaire à l'idée que ça pourrait être de la vie. En tout cas, ça n'exclut pas la possibilité que les miss aient été faits par des organismes vivants puisque l'eau se trouve autour et l'eau est indispensable à la vie. Et on suppose que sur Mars, ça devait être la même chose. Alors je le rappelle, les stromatolites, c'est-à-dire les tout premiers fossiles retrouvés sur Terre, ils datent de 3,5 milliards d'années. Donc là, on aurait des miss de 3,7 milliards d'années ou plus, qui seraient donc à peu près aussi anciens que les tout premiers fossiles terrestres. Donc c'est vraiment une découverte qui est très intéressante. Et après cette présentation donc du contexte géologique et de la datation, l'auteur commence à développer toute la description de ces miss. Alors là, c'est vraiment des pages et des pages de description avec beaucoup de termes techniques, donc je vais vous passer un peu tout ça. Alors c'est vraiment quelque chose qui est très très bien fait. En gros, elle nous montre les photos prises sur Mars et les juxtapose avec les structures correspondantes sur Terre, en essayant de voir les éventuelles homologies qu'il y aurait entre l'une et l'autre, et en essayant de comparer au maximum, d'identifier ces structures au maximum. Alors ça prend très longtemps, mais en gros les arguments qui sont développés, qu'elle développe à travers ces descriptions, et qui pourraient conduire à l'identification de ces structures comme ayant été formées par des bactéries, se résument assez bien par la phrase suivante. Et les structures qui ressemblent à des miss sur Mars sont similaires à celles sur Terre, d'une part par leur morphologie macroscopique, c'est-à-dire par leur aspect extérieur, d'autre part par leur association spatiale, c'est-à-dire qu'en gros les miss ne sont pas distribuées n'importe comment, ce ne sont pas des structures isolées, mais elles sont bien associées les unes par rapport aux autres dans l'espace, comme on s'attend à les trouver sur Terre. Et elles sont aussi cohérentes avec celles qu'on trouve sur Terre de par leur succession temporelle. C'est-à-dire que les miss, comme les stromatolites, ce sont des structures formées par des êtres vivants. Et de cette façon, ils vont avoir une naissance, une croissance, une maturité et une mort qui va former des successions, on va dire, de strates qui sont très caractéristiques. Et on retrouve exactement les mêmes successions sur les miss martiens que sur les miss terrestres. C'est un argument puissant en la faveur de l'identification de ces structures comme ayant été formées par des êtres vivants. Attaquons maintenant la discussion. Alors la discussion dans un article, c'est le moment qui vient après la description. En tout cas dans un article paléontologique, ça vient après la description. Et donc après avoir, on va dire, de façon assez brutale et avec beaucoup de vocabulaire très spécialisé, décrit les structures qu'on présente, on va commencer à les interpréter, à discuter leur signification, on va dire. Et alors là, d'entrée de jeu, elle se met des bâtons dans les roues en nous disant « Without any evidence for life on Mars, reconstructing microbial ecosystem on the red planet is pure speculation ». C'est-à-dire que l'une des premières phrases de cet auteur dans sa discussion, c'est « Sans aucune preuve par ailleurs de la vie sur Mars, dire qu'il y a eu autrefois un écosystème microbien sur la planète rouge n'est que pure spéculation ».
Voilà, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une maxime qui dit que les allégations extraordinaires demandent des preuves plus qu'ordinaires. Bah là, on est typiquement dedans. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'en gros, sur Terre, faire la preuve qu'il y a eu des miss il y a 3 milliards d'années, ça pose aucun problème puisqu'on sait qu'il y a des bactéries sur Terre. On sait qu'il y a des choses qui peuvent les produire. Mais pas sur Mars. Sur Mars, il n'y a pas de précédent. Il n'y a pas de vie. Ou du moins, on n'a pas encore réussi à prouver qu'il y avait de la vie, à part justement ces potentiels miss qu'on y trouve. C'est-à-dire que dire qu'il y a de la vie sur Mars parce qu'il y a des miss, parce qu'il y a de la vie sur Mars, vous voyez, on tournerait en rond. Prouver qu'il y a eu des écosystèmes microbiens sur Terre il y a très longtemps, ça pose pas de problème puisque la Terre a la vie. Mais par contre, prouver qu'il y a eu des écosystèmes microbiens sur Mars, même si les structures sont identiques, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, ce qu'elle va faire en premier, eh bien, c'est essayer de démontrer que ces structures ont pu être faites par des phénomènes géologiques non biologiques. Ça va complètement à l'encontre de ce qu'on pourrait croire comme étant son but. Là, elle va consacrer un paragraphe qui s'intitule Discussion on Alternative Abiotic Origins for the Sedimentary Structure of the Gillespie Lake. C'est-à-dire qu'en gros, elle va essayer de discuter les hypothèses alternatives à l'origine biologique de ces structures. En gros, elle va se tirer une balle dans le pied. Mais ça justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est ça la vraie science. C'est-à-dire qu'elle va, avant même de démontrer qu'elle a raison, elle va essayer de nous démontrer qu'elle n'a pas tort. En tout premier lieu, elle nous dit bah voilà, j'essaie d'affirmer quelque chose qui est complètement incroyable. Alors du coup, je vais essayer de voir effectivement si ce serait pas complètement incroyable, si on n'aurait pas une meilleure explication que l'explication il y avait de la vie sur Mars, que l'explication il y avait des extraterrestres, quoi. Et donc elle passe presque 2 pages à essayer de montrer que en gros les structures biologiques qu'elle a passé un temps incroyable à nous décrire juste avant ont pu être formées par des phénomènes géologiques non biologiques, typiquement de l'érosion, des phénomènes sédimentaires, des tremblements de terre, ce que vous voulez, de la dessiccation. Et donc elle fait ça, elle prend toutes les structures qu'elle a décrites, elle les prend une par une et elle dit ça aurait pu être formé de telle façon, ça aurait pu se former d'une telle autre façon, etc. Et elle conclut presque ce paragraphe par voilà, aucune des structures que j'ai décrites n'est formée exclusivement que par des organismes biologiques. Bon, en réalité, c'est pas si vrai que ça, puisque l'une des structures qui s'appelle, alors elle appelle ça les roll-up type structures, c'est-à-dire les structures en forme de rouleau, si on veut. Et ces structures, comme elle le dit elle-même, do not form in sand that is not colonized by cohesive microbial mats on Earth. Sur Terre, elles ne se forment pas autrement qu'à l'intérieur d'un sable qui serait colonisé par un tapis microbien. Donc en gros, il n'y a pas de ce type de rouleau sans bactéries. Mais de toute façon, c'est pas son argument principal. Son argument principal, on va dire, son arme secrète, c'est tout simplement que voilà, même si prises une à une, toutes ces structures ont pu apparaître spontanément sans aide de microbes, c'est le fait qu'elles soient toutes ensemble, ces structures, qui nous montrent qu'elles ont été faites par des microbes. La phrase c'est « Les structures martiennes ne sont pas distribuées de façon aléatoire, mais montrent un assemblage spatial et temporel exactement comme sur Terre. » C'est pas juste un caillou par-ci et un truc par-là qui aurait pu se former par hasard. Non, c'est l'ensemble de ces choses qui auraient pu se former par hasard sont réunies d'une telle façon que, comme elle dit, ce serait une coïncidence extraordinaire que toutes ces structures se trouvent toutes réunies comme ça au même endroit, exactement dans la conformation dans laquelle on attendrait qu'elles soient si c'était sur Terre, et exactement avec les mêmes changements stratigraphiques, c'est-à-dire de la naissance, de la croissance, de la maturité, de la mort de ces structures, comme on s'attend à les observer sur Terre. Voilà. Et ça, ce serait une extraordinaire coïncidence. Et du coup, en découle son hypothèse, un paragraphe consacré à l'hypothèse, ces structures auraient été formées par des microbes sur Mars. Et tout ça à partir de photos prises par le rover Curiosity sur Mars. Donc c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. C'est quelque chose qui est formidable. Donc voilà, après avoir écarté toutes les hypothèses possibles, toutes les explications alternatives à la formation de ces miss, elle ne conserve que la meilleure hypothèse restante, celle de la construction de ces structures par des microbes. Et enfin là, elle pourrait commencer à se lâcher. Là où on atteint vraiment l'apothéose scientifique de cet article, c'est sur le dernier paragraphe. Où là on se dit ça y est, elle a posé son hypothèse, maintenant elle peut se lâcher. Elle aurait pu se lâcher bien comme il faut, parce que on a des structures là qui sont des structures potentiellement formées par des bactéries il y a 3,7 milliards d'années ou plus, d'après la datation à la louche et au cratère. Or, sur Terre, les plus vieilles structures microbiennes qui ont été retrouvées ont 3,5 milliards d'années. Donc en gros, vous voyez l'idée. Elle aurait très bien pu partir là sur un truc du genre, c'est les microbes de Mars qui ont inséminé la Terre. Eh non, elle part pas du tout là-dessus. C'est vous montrer c'est vous dire
le sérieux de cet article, c'est que le dernier paragraphe de l'article, c'est un truc hyper pragmatique où en gros, elle propose des protocoles expérimentaux pour pouvoir démontrer ou non que ces structures ont été fabriquées par des bactéries. Donc voilà, tout le dernier paragraphe, c'est juste des protocoles expérimentaux faisables par les rovers qui sont sur Mars, et notamment le rover Curiosity. Donc des protocoles qui sont basés sur des photos de très haute résolution. Ce serait aussi basé éventuellement sur les analyses géochimiques que les rovers sont capables de produire. Je rappelle que Curiosity a un spectromètre de masse, donc il peut produire des analyses géochimiques et essayer de détecter une signature de la vie sur Mars. Actuellement, la plus vieille preuve qu'on a de vie sur Terre, ce sont les stromatolites vieux de 3,5 milliards d'années. Mais on a des signes potentiels d'une vie plus ancienne sur Terre. Et ces signes potentiels d'une vie ancienne sur Terre, elles sont issues d'analyses géochimiques, c'est-à-dire d'analyses qui montrent qu'en fait, dans certains endroits, dans certaines roches, il y a un enrichissement en carbone qui ne peut pas être dû à un phénomène géologique lambda, mais qui aurait été provoqué justement par la présence à cet endroit de la roche de certaines bactéries qui auraient concentré le carbone. Donc le carbone étant l'élément principal de la vie. Et donc les rovers pourraient effectivement prendre ces miss et faire des analyses géochimiques dessus afin de voir si on constate un tel enrichissement en carbone de ces roches. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible, qui sera possible à faire à l'avenir. Mais c'est vrai que les possibilités de tester si ces structures ont été fabriquées oui ou non par des bactéries va être très dur. Donc comme je vous l'ai dit déjà, c'est difficile à identifier visuellement, mais en plus, il n'y a que les rovers qui peuvent les identifier, donc il va peut-être falloir attendre Mars One, la fameuse mission Mars One, où là on va envoyer des humains sur Mars et qui eux pourront éventuellement faire de la géologie de terrain, échantillonner et analyser ces roches beaucoup plus en profondeur que ne pourrait le faire le rover dont l'équipement reste quand même limité. Il va falloir de l'échantillonnage pour confirmer. Il va falloir échantillonner et analyser chimiquement. Alors en conclusion, que penser de cet article ? Déjà, le sérieux de l'article. Je pense vous avoir démontré que quand même cet article est super sérieux. Donc paru dans une revue à comité de lecture, qui plus est rattachée à la NASA, rédigé par une spécialiste en la matière, une spécialiste des structures microbiennes sur Terre. Il n'y a pas meilleure option pour analyser ce genre de structure. Et la construction de l'article en elle-même est un magnifique exemple de ce qu'on fait de mieux en termes de raisonnement scientifique. Donc oui, cet article est sérieux. Maintenant, la conclusion de l'article, est-ce que ces structures sont oui ou non des structures microbiennes martiennes ? L'auteur dit que oui, mais plus de tests doivent être effectués, et notamment des analyses géochimiques. Et pourquoi pas, une fois qu'on aura des humains en poste sur Mars, regarder des lamelles au microscope et éventuellement trouver directement des fossiles de bactéries comme on en trouve dans des très vieux stromatolites sur Terre. Ça, ce serait l'idéal. Alors finalement, y a-t-il eu de la vie sur Mars ? Y a-t-il des fossiles sur Mars ? La réponse est certainement que oui. Oui, mais plus de tests sont nécessaires. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'issue de cet article, il y a une nouvelle discipline qui est née, l'astropaléontologie. Que ces structures soient ou non des fossiles n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est qu'en fait, on a déjà passé le mur de la géologie et on a franchi le Rubicon. On attaque l'histoire de la vie éteinte sur Mars. Et ça, c'est typiquement la définition de la paléontologie. Alors, c'est avec une grande impatience qu'on va attendre la suite de ces résultats, la suite de ces études. Si on peut arriver à découvrir qu'il y a eu de la vie sur Mars, là, ça pourra avoir de très très fortes implications sur l'origine de la vie sur Terre elle-même. Donc je vous rappelle l'hypothèse sur laquelle Nora Novke aurait pu se jeter et qu'elle ne l'a pas fait. Ça, tout simplement, c'est la prudence scientifique qui l'a incité à ne pas le faire. Et cette prudence scientifique, on espère pouvoir la dissiper par les futures recherches qui démontreront ou non l'existence de la vie sur Mars à l'époque où la vie apparaissait sur Terre. Cette analyse d'article est terminée, donc si vous l'avez suivi jusque maintenant, je vous félicite. N'hésitez pas à partager votre avis sur cet article. Il est accessible en ligne, je vais vous mettre tous les liens dans la description pour que vous puissiez accéder à cet article ou accéder à des résumés qui ont été faits par des blogueurs. Et je vous dis à très bientôt.